Ok JB, allez déconne pas, c'est juste une intro, c'est pas long, t'as des partenariats maintenant. Reste pro. Salut, aujourd'hui on teste le RF 135 1.8 ISU-SM, on va le tester en studio, on va le tester sur le terrain, on va le pousser dans ses retranchements, le programme va être chargé, alors si vous êtes allergique au bokeh, j'ai pas de suite à cette phrase, sachez que déjà cette allergie est nulle, trouvez-vous une vraie pathologie qui est à la classe, du style un herpès. J'ai vraiment dit le mot herpès dans mon intro, je me déteste. Bon, on commence par un disclaimer, ce 135 1.8 c'est un achat par Bibi, donc vous pourrez compter sur moi pour un avis impartial, ce qui veut pas forcément dire un avis objectif. Jeu de mots. Et j'en profite pour remercier au passage Camara Marseille pour m'en avoir trouvé un exemplaire super rapidement, c'est chez eux que j'achète la plupart de mon matos, et je ne vous inciterai jamais assez à aller acheter votre matos chez vos revendeurs locaux. Pas de pub cachée, je passe juste le coup. En revanche, ce 135 F2 m'a été mis à disposition par LightShare qui est partenaire de la chaîne. Donc si tout comme moi, vous voulez vous faire un avis sur du matériel, le plus raisonnable c'est encore de le louer. Et LightShare est là pour ça, avec une plateforme de location entre professionnels et passionnés. Et avec 16 000 références en ligne, je crois que vous avez de quoi faire. Moi, ça me permet de devoir allégeance à aucune marque pour mes tests. Et vous, ça vous permet d'aller faire un tour sur LightShare pour louer du matériel un peu exclusif, comme ce 135 par exemple, sans risque. Et de constater que vous pouvez vous aussi mettre en location votre matériel, ce qui est un chemin vers la fortune qui est moins stupide que celui qui consiste à monter une chaîne YouTube, passer 1000 ans à écrire et tourner des trucs, et tenter de monétiser. Story. Bon, voilà pour le placement des copains. Maintenant, place à la petite anecdote inintéressante, et ensuite on attaquera peut-être, si je veux, la review. Alors pour la petite histoire, je n'ai jamais eu en ma possession ce légendaire EF 135 F2, donc pour le retour d'XP approfondi, ça sera pas moi. Mais il y a une raison à ça, et elle est simple, elle est très simple. Cet objectif est sorti en 1996, j'avais 10 ans. Donc autant dire que je suis un peu passé à côté de l'annonce. Je crois que j'avais vu Jurassic Park 3 ans avant et j'étais encore en train de m'en remettre. Le 135 F2 avait déjà une bonne décennie dans les dents quand je me suis mis à la photo, et il avait une vingtaine d'années quand j'ai eu les moyens de l'acquérir. Du coup, à cette époque, je me suis dit, bon, on va attendre un peu. C'est vrai qu'il date, ce 135. Ils vont bien le mettre à jour. Allez, on va attendre la V2. 27 ans. Cet objet est resté au catalogue 27 ans. Donc aujourd'hui est un grand jour, et si vous êtes toujours vivant à la sortie de cet objet, bah déjà félicitations, c'est déjà un petit exploit. Mais aussi, il va falloir garder à l'esprit que 27 ans sépare ces deux objectifs quand vous allez voir les résultats de mon test. Mais d'abord parlons du concept du 135. Et comme c'est du sérieux, je vais prendre ma voix de Late Night Radio DJ. Oh yeah! Le 135 1.8 est un mini télé à grande ouverture comme son aîné le 135 F2. De par sa grande ouverture, il est bien adapté pour les sports en salle en faible luminosité, mais c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Parce que c'est surtout en portrait qu'il trouve le gros de ses adeptes. Comme le 85 1.2, il fait partie de ces objets capables d'oblitérer n'importe quel fond à grands coups de bokeh. Mais là où le 135 se distingue, c'est qu'il est aussi capable d'oblitérer par sa focale n'importe quel point de fuite. Sa compression des plans crée des images découpées comme des estampes japonaises ou des images à la South Park, chacun choisira sa ref. Ce n'est clairement pas la focale qui créera de la dimensionnalité, je sais que ce terme n'existe pas mais vous m'avez compris, ou de la proximité avec votre sujet, mais si vous aimez les structures de compos simples et les lignes droites, ce type de focale est pour vous. Et c'est aussi pour moi la limite focale pour shooter des filles, parce que je trouve qu'au-delà de 135, même la plus fine des modèles commencera à ressembler à Bob l'éponge, et sa compression le rend moins consensuel que l'autre référence du portrait, le 85. Alors, certains aimeront cet aspect plus bourrin du 135, et d'autres regretteront un objectif plus exclusif que le 85. En vidéo, la parallaxe engendrée par ce type de focale est très prononcée. Alors c'est cool si vous êtes un fan de Michael Bay, mais ça va demander un sérieux doigté pour simplement garder votre sujet dans le cadre. Oh là là, putain, je suis en galère. Oh mais je cadre comme une chèvre aujourd'hui. Bon ok, je vous vois les geeks, vous impatientez, vous voulez du chiffre, vous voulez des specs. Et non pas du spec, parce que sinon c'est un jambon italien et ma phrase n'aurait aucun sens. Donc enchaînons sur la construction.
Et ben on a toujours cette construction en polycarbonate qui est super agréable en main et on a un poids de 856 grammes, ce qui est franchement pas lourd pour un sous-marin lanceur d'engin et pour un objectif de la gamme RF. Faut savoir que le 85 1.2 lui pèse plus d'1 kg. On se rapproche dangereusement de la tonne. Le vainqueur, ça reste quand même la version EF avec 660 grammes, mais bon, si on prend en compte la stabilisation qu'il y a dans cet objet, la tonne de verre qu'il y a en plus, bon bah les 200 grammes sont pas forcément aberrants. On a d'ailleurs un élément frontal en 82 mm comme le 85 1.2, là où le EF 135 était en 72 mm, donc on appréciera la volonté de Canon d'uniformiser le diamètre de ses filtres sur la gamme RF. On a toujours notre bague électronique programmable, une bague de focus, elle aussi électronique, et nouveauté chez Canon, en tout cas sur ce genre d'objet, 2 boutons programmables. En fait, c'est un bouton avec une redondance pour la prise en mode portrait. Alors, c'est très bien, mais comme ces boutons sont présents sur des objets qui sont sortis que depuis 1 an, j'ai pas pu développer de mémoire musculaire pour pouvoir y mettre des fonctions cruciales, sachant que la moitié de mon parc RF n'en a pas. Mon 2870 f2 n'en a pas, mon 85 1.2 n'en a pas, mon 70-200 n'en a pas. J'ai déjà du mal à utiliser les bagues programmables parce qu'elles sont pas placées au même endroit en fonction des objets. Bref, à moins de ne shooter qu'avec cet objectif uniquement, je vois pas comment ces boutons ne vont pas apporter autre chose que de la confusion. Mais bon, on sait jamais, peut-être que tous les objectifs RF de demain auront ce type de bouton, donc à ce moment-là, faut bien commencer à un moment, et du coup, on va arrêter de cracher dans la soupe. Et on va plutôt se mettre à saluer ce qui est remarquable sur cet objet, et on va parler du coup de son design optique. Alors, la version EF avait 10 éléments en 8 groupes avec 2 éléments UD, c'est des éléments à faible dispersion. Le RF 1.8 a 17 éléments en 13 groupes, et non, ce n'est pas un zoom, c'est bien une focale fixe. On a aussi 3 éléments à faible dispersion, des revêtements à bulles d'air, Air Sphere Coating, et Super Spectra. On a l'affichage tête haute, phare au xénon, volant chauffant, on est full option, je vous dis. Le diaphragme, lui, passe de 8 à 9 lamelles, ce qui est le nouveau standard, 9 lamelles chez les objets Canon photo, là où la concurrence commence à équiper tous ces objets de 11 lamelles, ce qui était plutôt un standard cinéma. Bref, rien de bouleversant du côté du diaph, mais globalement, optiquement, ces deux objets ne jouent plus du tout dans la même ligue. Et d'ailleurs, ça me rappelle le test du RF 85 1.2 que je vous mets ici contre sa version EF. Et là c'est vraiment la même philosophie ici avec le 135, c'est qu'on est plus lourd, plus cher, plus mieux. Performance optique. Partons donc pour 5 minutes de pixel peeping qui ne manqueront pas d'émoustiller ceux à la sexualité morose. Le RF a un piqué quasi identique de 1.8 à f4 et surtout une excellente homogénéité pour ce qu'on attend d'un objectif de portrait. La version EF, elle, affiche un piqué central démentiel pour une optique de 27 ans d'âge, mais sur les bords, ça s'estompe clairement. Une caractéristique partagée par tous les objectifs portrait EF jusqu'alors. Jusqu'à ce que le RF arrive et décide que ça devait piquer sur les bords parce que... parce que. Le EF fait aussi une reproduction du contraste totalement claqué et un léger color cast chaud qui lui donne beaucoup de style. Ce que j'aime en revanche, c'est la fiesta des aberrations chromatiques longitudinales. En comparaison, la version RF paraît presque clinique avec des noirs très profonds, un piqué homogène, aucune aberration longitudinale et des aberrations latérales très discrètes. Étonnamment, là où le Papy 135 donne des leçons, c'est sur le vignettage et la distorsion en coussinet. Mais bon, on est en 2024 et tout ça se corrige en cliquant sur un simple profil de correction, donnant ainsi des images de haut vol comme le 85 1.2 peut aussi en produire. Et comme avec le 85, je trouve que c'est même un peu trop piquant et homogène pour du portrait. C'est le genre d'objet auquel on peut coller sans problème une diffusion légère tant il approche de la quasi-perfection. Quasi-perfection car en proxy, il perd en performance et il va falloir fermer un peu pour obtenir un piqué max. À 1.8 c'est un peu limite, mais à f4 on a une résolution maximum. Allez, le lens flare maintenant, et comme on s'en doutait, la résistance au flare a bien évolué en 27 ans. Le contraste est bien maintenu et l'image reste lisible. Sauf au niveau du ghosting, où le 135 nous propose parfois un pattern digne d'un mauvais filtre UV à 10 balles. Là où la version EF, elle, montre un ghosting quasi absent. Heureusement, quand on balance la sauce, les choses rentrent dans l'ordre avec des performances largement supérieures sur le RF 135. Ouf. Mais bon, calmons-nous, parce que à ce jeu-là, c'est le 85 1.2 qui prend mon cœur avec un excellent contraste, tout en offrant un flair digne d'un objectif Cooke anamorphique, alors qu'on est sur un objet sphérique et ça, c'est la classe.
Au niveau du bokeh, on a un rendu étonnamment très similaire à celui de son grand frère. Pas de pelure d'oignon, un peu d'œil de chat et... Non mais faut vraiment s'attarder en fait sur le bokeh. Vous pensez vraiment que Canon va sortir un objectif de portrait avec un bokeh tout pété? Allez, le bokeh ça tue, autofocus. Ce 135 est équipé de ce que fait Canon de mieux, à savoir un nano USM. C'est une techno qui combine la rapidité d'un moteur ultrasonique à la douceur d'un moteur linéaire. En gros, à moyenne et longue distance, t'as quasiment les performances d'un 70-200. Ça c'est vraiment incroyable. Parce que généralement, les objets de portrait sont des mulets dès qu'on leur demande de suivre un truc qui bouge. Le 135 1.8, lui, il arrive à faire un grand écart à l'avant-damme en étant excellent à la fois en portrait et en sport en faible luminosité. Par contre, ne nous emballons pas, hein, ce moteur a été tuné pour les moyennes et longues distances et quand on shoot en proxy, on a des performances qui sont plus proches de ce à quoi on est déjà habitué pour un objectif de portrait. Et c'est vrai qu'un dual nano aurait pu permettre un meilleur étagement des performances, comme ce qu'on trouve sur un 70-200, mais de toute façon, si on combine la baisse de perf AF et du piqué quand on est en proxy, ben on comprendra que c'est pas forcément l'objet à choisir pour shooter quoi que ce soit en proxy, tout simplement. Maintenant, je suppose que vous voulez un avis pro et éclairé sur le focus breathing de cet objectif. Et ben sachez que... il y en a. C'est pas ce que j'ai vu de pire, c'est pas ce que j'ai vu de mieux. Et comme ce que j'ai constaté sur quasiment tous les objets EF face au RF, bah le 135 f2 est meilleur sur le focus breathing. Mais bon, son autofocus est totalement aux fraises. Pour conclure, du coup, ce 135, c'est une véritable machine à oblitérer les fonds, de par son association de bokeh et de compression. C'est une caractéristique qui va vraiment séduire ceux qui veulent un pouvoir de séparation maximum. Si on ajoute à ça un piqué de l'enfer, dès la pleine ouverture, on se retrouve aussi avec un mini téléobjectif portrait aux caractéristiques super engagées. Il y a aussi son excellent focus et sa stab qui le rendent assez productif à longue et moyenne distance sur les sujets en mouvement. D'autant plus qu'il reste assez léger et équilibré pour un objet de la gamme RF L. Bref, pour moi cet objet est vraiment une réussite, comme beaucoup d'objets de la gamme L en RF. 2700 €, ça paraît pas déconnant vu la concurrence, puisque c'est celui qui est le plus orienté sport aussi, avec une stabilisation optique. En ce qui concerne mon avis purement personnel maintenant, vais-je garder cet objectif ? Je pense pas. J'ai peut-être pas l'utilité de cet objet pour les images que je produis. Alors, j'adore la focale 135, mais sur les meilleures images que j'ai produites avec cet objet, je me situe tout le temps entre f4 et f8, donc autant vous dire que j'aurais pu avoir les mêmes résultats avec un 70-200 2.8, et même à moindre coût avec un 70-200 f4. À 1.8, je trouve que le combo compression bokeh est un peu trop overkill à mon goût, j'ai bien dit à mon goût, mais si vous vivez dans un endroit vraiment moche, cet objet peut être votre meilleur allié. D'ailleurs, je vous invite à regarder la vidéo « Faire un portrait dans un environnement moche », une vidéo où nous utilisons justement ce 135 1.8. Et pour poursuivre sur mon avis personnel, si je veux la fête au bokeh, j'irai plutôt vers un 85 1.2 qui offre plus d'immersion, des transitions plus douces et plus de modelé. Et même s'il a pu m'arriver parfois de trouver le rendu du 85 trop gentil sur les sujets les plus bourrins, cette situation est au final assez rare. Et puis rien ne m'empêche de faire 3 pas en arrière et de cropper dans le 85 pour trouver un résultat assez similaire à ce 135 1.8. Alors oui, le 85 1.2 il est plus cher, il est moins extrême, il est beaucoup plus lent et il est plus lourd. Mais je le conseillerais plutôt à tous ceux qui savent pas vraiment ce qu'ils cherchent. Le 135 1.8, lui, il est destiné à des gens qui savent très bien ce qu'ils cherchent. C'est un objet de niche pour les portraitistes ou un mini télé très lumineux pour les photographes de sport d'intérieur. Bref, ces gens savent pourquoi le 135 est une bombe pour eux et j'ai pas besoin du tout de les convaincre. Et pour les autres, je sais pas, un 70-200 ou un 85, ça me semble un choix plus judicieux et plus polyvalent. Bref, ce n'est que mon avis et si vous voulez vous faire le vôtre, rien de tel que Lighty-Share pour louer et tester votre matériel. Alors on se sort les doigts et on va sur Lighty-Share, lien en description de la vidéo. Et puis en plus ça vous fait rencontrer des gens dans le même secteur d'activité, comme ça on se fait un réseau et puis on se fait un avis basé sur sa propre expérience et non celle d'un gourou youtubeur à moustache quelconque. Et si on achète, on favorise les commerces de proximité et puis on prend des douches froides, on réduit les glucides, on s'hydrate régulièrement, on essaie de se coucher avant minuit, on fait des listes, on essaie de bosser le cardio, on laisse pas traîner les amandes parce qu'après on prend des majorations, on prend des nouvelles de papy, on prend aussi des nouvelles de mamie. À chaque repas 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, c'est pas compliqué, c'est le minimum recommandé par l'OMS. On réduit le chauffage d'1 degré, on se lave les dents, on favorise les mobilités douces, on déclare ses impôts à temps, on fait une cure de vitamines, on fait son...